Bien, nous allons donc commencer. Et je ne peux pas vous promettre que nous aurons à la fin de cette conférence un temps de dialogue aussi long que d'habitude. D'habitude, on essaie de prendre 20-25 minutes pour discuter ensemble. J'ignore le temps qu'il me faudra pour vous dire ce que j'ai prévu de vous dire. Donc on va bien voir comment les choses avancent et puis on improvisera. Et si vous étiez frustré en fin de compte de ne pas pouvoir intervenir, vous me le pardonnerez, j'espère, et puis vous assumerez votre frustration, le cas échéant en tout cas. Donc la question qui nous rassemble ici, et donc je tiens à saluer bien évidemment aussi les élèves de classe prépa, les étudiants de classe prépa qui nous ont rejoints, est une question qui pourrait sembler un peu étrange. Que faire de la nature ? C'est une question qu'on ne pose pas sous cette forme-là, en règle générale, lorsqu'il s'agit d'essayer de penser la nature ou notre rapport à elle. Se demander que faire de la nature, je vous en prie, il y a encore des places devant, n'ayez pas peur. Se demander que faire de la nature, c'est a priori traiter la nature comme une chose dont il y aurait à faire quelque chose. Et quand on se pose une question de ce type, que faire de ceci ou de cela, c'est le signe d'une perplexité qui peut prendre deux formes, soit la forme d'une sorte d'ignorance, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas quoi en faire. Que faire d'un pied à coulisse, par exemple ? Tiens, ça sert à quoi ce truc-là ? Ça peut prendre la forme simplement d'une hésitation entre différents possibles, lequel choisir. Ainsi, par exemple, je me demande que faire des 100 000 euros dont je viens d'hériter, cas de figure complètement imaginaire hélas. Ce n'est pas que j'ignore ce que c'est et ce que je pourrais en faire, mais que j'hésite quant à l'usage que je pourrais en faire. Alors que si on me donne un pied à coulisse et qu'on me dit, que je me demande mais que faire de ce pied à coulisse, ça fera signe davantage vers mon ignorance que vers une sorte d'hésitation quant à l'usage. Bon, je crois justement que quand on me pose cette question, que faire de la nature, eh bien on peut l'entendre peut-être de ces deux manières. Nous sommes peut-être à un moment crucial de notre histoire où nous avons des choix à faire qui peuvent avoir des conséquences considérables sur les décennies qui viennent. Et donc que faire de cette nature qui ne va pas toujours aussi bien peut-être qu'elle devrait aller ? Et donc on serait dans la perspective d'une hésitation. Quelles sont les responsabilités qui sont les nôtres d'une certaine manière ? Mais on peut aussi bien sûr y entendre l'autre question que je posais, l'autre manière de poser la question, mais c'est quoi ce truc, la nature ? Et est-ce qu'on est bien sûr de savoir de quoi on parle quand on parle de la nature ? Je ne vais pas revenir sur le caractère polysémique du concept, un mot à multiples faces qui veut dire à peu près tout et son contraire, qui peut renvoyer aussi bien, même dans l'ordre écologique, à une représentation de la nature tout à fait attachante, la nature, les beautés de la nature, des paysages sublimes, mais qui peut renvoyer aussi à la représentation d'une extrême violence naturelle. La nature, c'est aussi la mort des étoiles, qui nous affecte peu, les tsunamis, etc. Donc du coup, quand on pose la question « que faire de la nature ?», la tentation, précisément, peut être d'entendre cette question exactement de la même manière que j'entendrai la question « que faire des 100 000 euros dont je viens d'hériter ?» Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'implicitement, au moins, on comprend la nature comme une sorte de capital avec lequel il va falloir investir, un capital qui peut être à dépenser, un capital qui peut être à faire fructifier, un capital qu'on peut envisager d'exploiter, et aussi un capital, bien évidemment, que l'on peut envisager de préserver. Mais, quelles que soient nos hésitations à cet égard, il est un fait, me semble-t-il, c'est que l'homme est ce vivant qui n'a jamais cessé de faire
quelque chose de la nature et de faire quelque chose des réalités naturelles. Il ne s'est pas contenté d'y vivre, d'y déployer son être, dans le cadre d'une sorte d'osmose naturelle. Il n'est homme qu'en tant qu'il a toujours cherché à en faire quelque chose, à en faire un certain usage, à s'en servir pour la réalisation de ses propres projets. Avec des pierres, il a fait des couteaux. Avec du fer, du minerai de fer, il a fait des épées. Avec le ciel, il a fait un terrain d'aviation. Ça veut dire que le rapport de l'homme à la nature n'est jamais seulement un rapport naturel. Il est toujours un rapport médiatisé par un certain nombre d'artifices techniques. L'agir humain en tant que tel, et pas seulement sous ses formes éventuellement perverties, se manifeste d'emblée comme un faire qui transforme la nature, comme un agir sur la nature elle-même. Et en transformant la nature, l'homme ne se contente pas de transformer la nature, il se transforme lui-même. Il se fait et se constitue en faisant de la nature ce qu'il en fait. Son faire n'est donc pas un simple accident de parcours qu'on pourrait interpréter en termes de démesure. Il relève bien d'un projet transformateur. L'homme n'est pas ce vivant qui, instinctivement, spontanément, transforme la nature pour l'adapter à ses besoins, mais qui se tient vis-à-vis d'elle dans le cadre d'un projet d'humanisation, d'un projet culturel, d'un projet de transformation. Et la façon dont l'homme transforme la nature, eh bien, me semble-t-il, enfin la distinction n'est pas de moi, peut prendre deux formes, deux modalités. Je reprends ces deux modalités du projet transformateur de la nature à Raphaël Larère, dans Penser et vivre avec la nature, un ouvrage qu'il a coécrit avec son épouse. Et Raphaël Larère distingue deux modalités de transformation de la nature, la fabrication, par exemple, qui conduit à produire des objets techniques, par l'intermédiaire desquels la nature est transformée, et il distingue la fabrication du pilotage, c'est-à-dire la gestion rationnelle des biens naturels. Exemple, l'agriculture est bien une technique, elle relève bien d'une façon de faire quelque chose de la nature, elle relève bien d'un processus de transformation, mais pas exactement d'un processus de fabrication. Il s'agit, au contraire, d'accompagner d'une certaine manière, artificielle, le développement naturel d'un bien lui-même naturel, comme des céréales, des fleurs ou tout ce que vous voulez. Donc, deux formes, deux modalités de transformation de la nature, celle qui relève d'un processus de fabrication, celle qui relève d'un processus de pilotage. Si on appelle démiurge l'homme en tant qu'il ne peut s'empêcher de fabriquer des artefacts, et si on appelle pilote l'homme qui est soucieux d'administrer rationnellement des biens naturels, eh bien, on voit bien que l'homme est tout à la fois ce démiurge et ce pilote, pour qui la question « que faire de la nature ?» est une question essentielle, c'est-à-dire proprement humaine, et dans ce sens-là naturelle, puisque l'homme est par nature ce vivant capable d'administrer la nature, soit sous la forme de procédures démiurgiques, soit sous la forme de procédures de pilotage. Pendant des siècles, ce faire, cette activité proprement humaine, est resté un faire relativement discret, très circonscrit, qui n'affectait pas massivement les paysages dans lesquels nous évoluons. Un faire qui marquait certes certains paysages du sceau d'une humanité, qui en est ainsi venu à se comprendre comme hors de la nature, comme si l'histoire de l'humanité était l'histoire d'une espèce qui peu à peu s'est comprise comme capable de s'émanciper de la nature, de se situer en dehors d'elle,
et de la traiter éventuellement comme une ressource. Et donc en se situant hors de la nature, ou en se comprenant comme hors de la nature, l'homme a produit un certain nombre de distinctions nettes que les étudiants de classe prépa qui travaillent sur la nature justement cette année ont bien en tête. La distinction entre artifice, proprement humain, et nature, ce qui existe sans intervention de l'homme, entre l'homme qui transforme la nature et l'animal qui s'y adapte, ou entre ce qui est domestique et, par exemple, ce qui est sauvage. Et ces distinctions opératoires classiques, l'artifice, le naturel, l'homme, l'animal, le domestique, le sauvage, n'ont de sens que du point de vue d'une humanité qui se comprend soit comme ne faisant pas partie de la nature, soit comme n'étant pas en tout cas intégralement soumise à l'ordre naturel. Bref, pendant des siècles, des millénaires, l'homme vivait sa vie d'animal culturel et historique en se distinguant par ses œuvres d'une nature dont il n'impactait pas véritablement le cours. L'homme pouvait prendre en charge son humanité, sa nature humaine, sans impacter de manière massive le monde naturel, des animaux, des végétaux, des paysages, le ciel, l'air, tout ce que vous voulez. Mais depuis le début de l'ère industrielle, cette façon de voir les choses ne va plus de soi. Elle ne va plus de soi parce que l'homme s'est élevé à un niveau, alors je ne sais pas quel terme il faut utiliser, soit de Pardonnez-moi, ça va m'arriver au moins une vingtaine de fois, donc ne dites pas vos souhaits ou des choses comme ça, c'est pas la peine. Hein, mon souhait, ce serait d'arrêter de tousser, justement. L'homme s'est élevé à un niveau, alors soit de compétence technicienne, soit d'exaltation technicienne, ça dépend bien évidemment comment on voit les choses. En tout cas, un niveau de capacité de production technique tel que son histoire politique, son histoire sociale, son histoire culturelle, ne peut plus désormais être pensée sans rapport à l'histoire naturelle. Disons que pendant des millénaires, il y a une histoire naturelle, c'est comme ça qu'on appelait au fond les processus de développement qui affectent la nature sur l'intervention de l'homme jusqu'au milieu du XIXe siècle, en gros jusqu'à Buffon, etc. Et puis de l'autre côté, il y avait une histoire humaine, et les deux pouvaient, à la limite, s'ignorer mutuellement. L'histoire humaine n'avait pas d'effet sur l'histoire naturelle, et l'histoire naturelle n'intéressait les humains qu'à titre scientifique, mais sans affecter leurs conditions d'existence. Or, nous vivons à une époque où l'histoire de l'homme rencontre l'histoire naturelle et la rencontre au niveau global de notre planète. Ce que je veux dire par là, c'est que les évolutions de la nature sont désormais largement déterminées par l'action humaine. Nous n'en sommes pas au premier changement climatique. Il n'est pas impossible que pour la première fois dans l'histoire de notre planète, un changement climatique soit dû non pas à des processus naturels indépendants de l'action humaine, mais à l'action humaine elle-même. C'est ce qui fait dire à Michel Serres ceci, je cite, « L'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire, voilà de l'inédit en philosophie. Quelque chose de tout à fait singulier est en train de se passer, qui conduit certains à considérer qu'on est entré dans une sorte de nouvelle ère. Et cette ère, quelqu'un qui s'appelle Paul Crutzen, C-R-U-T-Z-E-N, qui a été prix Nobel de chimie, se propose de l'appeler l'Anthropocène. Anthropo, puis scène, c'est accent grave, N. Qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? Alors bien sûr, concept tout à fait récent. Il s'agit à la fois, pour lui, d'une nouvelle ère géologique qui prend place après ce qu'on appelle le Pléistocène, qui a été marqué par des cycles glaciaires, et l'Holocène, qui a été marqué par le recul des glaciations, le développement de l'agriculture et
la sédentarisation. Mais cette nouvelle ère géologique est pour Paul Crutzen et ceux qui se réfèrent à cette notion, l'Anthropocène, qui fait suite donc au Pléistocène et à l'Holocène, il s'agit aussi d'une nouvelle ère anthropologique. C'est tout à la fois une nouvelle ère géologique, marquée par l'impact, pour utiliser un terme que je n'aime pas trop, mais des actions humaines sur le climat et les modifications qui affectent au niveau global notre planète, et en même temps une nouvelle ère anthropologique qui a des effets pas toujours parfaitement mesurables sur notre propre histoire et notre propre devenir. Et donc ce concept capital, l'Anthropocène, est un outil, un concept n'est jamais qu'un outil, pour nous aider à penser cette rencontre inédite entre l'histoire humaine et l'histoire naturelle. La conséquence, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui réfléchir sur l'homme sans réfléchir sur la nature, et on ne peut plus réfléchir sur la nature sans réfléchir sur l'homme. Et donc, la question pourrait bien avoir changé. Elle n'est peut-être pas que faire de la nature, mais puisque nous sommes désormais embarqués ensemble pour le meilleur et éventuellement pour le pire, que faire de nous avec la nature? Non pas simplement que pouvons-nous faire avec la nature, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la nature, elle s'en remettra de toute façon. Ce qui est en jeu, bien évidemment, c'est l'homme lui-même. Il s'agit donc aujourd'hui, ce soir, de penser ensemble notre intérêt pour la nature dans un rapport à notre intérêt pour l'homme, qui lui aussi est nature. Parce qu'il y a non seulement une nature extérieure à nous, que nous marquons de notre empreinte de manière éventuellement inquiétante, mais aussi bien évidemment cette nature que nous sommes, cette nature d'un vivant capable, par ses actions, de modifier l'ordre naturel. L'enjeu sera donc de penser ensemble cette nature que certains jugent en danger, comme nature extérieure, et cette nature qui a intérêt à la première, cette nature intérieure, cette nature de l'homme lui-même. Donc je vais proposer un parcours en 3 temps, je vais être très classique. On connaît un professeur de philosophie, est-ce qu'il fait toujours un parcours en 3 temps? Il décide d'abord qu'il y a 3 temps, après il voit ce qu'il va mettre dedans. D'abord, je ferai l'inventaire d'un héritage, c'est-à-dire au fond, d'où vient cette situation qui est la nôtre. J'interrogerai ensuite le lieu commun, en tout cas depuis Descartes, de l'homme comme maître et possesseur de la nature, mais à partir de 2 questions. Quelle nature? De quelle nature sommes-nous censés être devenus maîtres et possesseurs? Et puis, aussi, mais de quelle maîtrise? Qu'est-ce que c'est que cette maîtrise? Et puis, je terminerai par ce que je viens d'indiquer il y a quelques instants, en essayant de vous montrer que se soucier de la nature, c'est pas simplement protéger quelque chose de chouette, c'est se soucier d'abord et avant tout de l'homme lui-même. Donc quelques mots en forme d'inventaire, donc d'un héritage. Alors, j'espère que vous m'entendez, je sens que je vais être obligé d'économiser ma voix pour tenir jusqu'au bout. Donc ça va, si je parle comme ça, vous entendez quand même, c'est bon? Le micro suffit. Bon, très bien. Il semblerait que nous soyons confrontés à ce qui est non pas simplement un choix pragmatique, mais une véritable obligation morale et intellectuelle, celle par laquelle nous prendrions conscience que nous sommes à la croisée des chemins. Alors je sais bien que l'expression est galvaudée, on se sent toujours à la croisée de quelques chemins, mais justement ce concept d'anthropocène sert à nous dire que les chemins à la croisée desquels nous nous situons aujourd'hui ne voient pas simplement la voie des possibilités d'évolution marginale, mais à des évolutions possibles extrêmement profondes et peut-être radicales. Nous sommes à la croisée des chemins parce que la nature est en danger en raison de nos activités, mais aussi
Parce qu'il nous reste la possibilité d'inventer un autre rapport à elle, première possibilité, ou alors de suivre l'inertie de nos habitudes, deuxième possibilité, auquel cas il ne serait pas impossible que le pire soit le plus sûr. Pour envisager l'avenir, il faut donc reconnaître d'où nous venons. On ne peut marcher vers l'avenir qu'en sachant d'où on vient. C'est-à-dire qu'il nous faut accepter de nous poser comme des héritiers. Or, hériter, ça veut dire deux choses. Hériter, ça veut dire d'abord recevoir, mais ça veut dire aussi transmettre. Dans les traditions de l'héritage, la question de savoir ce dont j'hérite est inséparable de la question de savoir ce que je transmets. Et ça implique bien évidemment une problématique tout à fait inédite en philosophie morale, puisqu'elle concerne ce dont nos prédécesseurs n'avaient à peu près aucun souci, les générations futures. Pour la première fois dans l'histoire de la philosophie morale, se pose cette question des droits de ceux qui n'existent pas, ne serait-ce que parce qu'ils n'existent pas encore. Et donc, ça nous conduit à la question suivante. Quelle nature allons-nous leur léguer ? Notre héritage est-il un droit d'usure ? Avons-nous le droit d'user ce que nous avons reçu de ceux qui ont travaillé et vécu avant nous ? Ou faut-il poser avec Saint-Exupéry que nous n'héritons pas la terre de nos parents, certains connaissent cette formule, nous l'empruntons à nos enfants, auxquels, par conséquent, il nous faudra d'une certaine manière la rendre. Mais pour comprendre ce que nous avons fait de la nature, eh bien je crois qu'il faut, d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire d'un point de vue philosophique ici, comprendre comment se sont modifiées nos représentations de la nature. Notre rapport à la nature n'est jamais seulement déterminé par la technique, il est toujours aussi déterminé par la façon dont nous nous représentons la nature. Et les représentations que nous nous sommes faits au cours de notre histoire occidentale, en tout cas de la nature, se sont considérablement modifiées. Je vais passer très vite, je ne peux pas trop insister sur ce point, mais par exemple, dans l'Antiquité, qu'est-ce que les Grecs appelaient nature ? Qu'est-ce que les sages grecs, en particulier, les stoïciens par exemple, appelaient nature ? Un principe d'ordre et de croissance à contempler. La nature était pour eux un modèle d'ordre, un modèle finalisé de sagesse, que nous pouvions contempler afin de l'imiter. Et quand, d'ailleurs, un sage grec nous invite à vivre selon la nature, il nous invite à vivre selon cet ordre immanent à la nature, qui semble valoir comme principe d'ordre, de raison, d'harmonie. Au Moyen-Âge, les représentations de la nature se sont assez manifestement altérées. Quand je dis altérées, ça ne veut pas dire qu'elles sont devenues plus graves, elles sont devenues autres. D'ailleurs, la notion de nature disparaît quasiment au Moyen-Âge. Le concept de nature est bien un concept de la philosophie grecque. Il n'est pas un concept de la philosophie médiévale et chrétienne. À la place, la pensée chrétienne a privilégié le concept de création, rattachant d'emblée à Dieu l'idée d'un ordre naturel. Et cette création, la pensée chrétienne y a vu le signe, non pas d'une raison immanente aux choses, comme le faisaient les Grecs, mais le signe de la grandeur et de la bonté de Dieu. Quand l'homme du Moyen-Âge proclame que les ciels et la terre sont remplis de la gloire de Dieu, il présente précisément son rapport à cette nature qu'il appelle création, comme le rapport à ce qui signifie une grandeur dont la nature porte témoignage. C'est avec la modernité, en gros autour du XVIe, XVIIe siècle, que la nature devient ni un signe de la grandeur de Dieu, ni un principe immanent de rationalité, mais une ressource à dominer, une ressource à exploiter. Et ce n'est pas étonnant que ce soit dans ce contexte-là,
que Descartes puisse présenter la figure de l'homme comme, il dit bien comme, maître et possesseur de la nature. Cette idée d'un homme maître et possesseur de la nature a elle-même une histoire, et elle est liée à l'histoire des représentations que nous nous sommes faits en Occident de la nature. Il y a donc bien eu, une mutation essentielle de nos représentations, qu'il faut avoir en tête lorsqu'on prétend agir pour la nature. À quoi se réfère-t-on? De quelle nature parle-t-on? Mais quelle est l'origine de cette mutation? Certains voient assez curieusement, mais c'est pas idiot, dans la racine de cette mutation, le verset 28 du premier chapitre de la Genèse: remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. C'est-à-dire que, à la louche, 24 siècles, 25 siècles avant Descartes, eh bien, les auteurs du livre de la Genèse semblent d'une certaine manière anticiper sur cette mission, cette possibilité, ce droit qu'aurait l'homme à soumettre la nature, à la dominer. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit certains écologistes à mettre en accusation l'héritage judéo-chrétien. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Lynn White Jr., Lynn L-Y-2-N, White Jr., vous savez écrire, a publié en 1967 dans la revue Science un article qui met en cause les racines judéo-chrétiennes de la crise écologique. C'est-à-dire que le problème du rapport en Occident entre l'homme et la nature, selon lui, est lié à une conception de l'homme comme coupé du reste de la nature, qui n'est plus qu'un moyen mis à sa disposition par un Dieu qui dit à l'homme, je cite de nouveau Genèse 28, « Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. » Alors, c'est très malin, bien évidemment, comme façon de penser l'origine d'un rapport faussé ou altéré à une nature que l'on prétendrait dominer, qu'on aurait le droit de dominer. Mais enfin, quand même, entre Genèse 1,28 et Descartes, il se passe à peu près, à la louche, 26, 27, 28 siècles, j'en sais rien, je sais pas en fait, allez, 6 et 17, 23, allez, quelque chose comme ça. Ce serait curieux que cette idée de Genèse à 28 n'ait été qu'une sorte de bombe à retardement qui n'aurait explosé que 23 siècles après l'auteur du livre de la Genèse quand même. Ce qui a donné la conception de la nature héritée de la tradition judéo-chrétienne, c'est celle de la nature comme création, qui dit quelque chose de la grandeur de Dieu. C'est pas simplement l'idée d'une nature sur laquelle on aurait tous les droits. Et d'ailleurs, je fais remarquer que le pape François, dans son encyclique qui s'appelle, je ne sais plus, Loué sois-tu, voilà, excusez-moi, montre qu'il connaît cette interprétation et manifeste clairement au paragraphe 67 qu'elle lui semble incorrecte et qui invite à lire Genèse 1, 28 avec Genèse 2, 15, et Genèse 2, 15 dit ceci: « Yahvé prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc contre l'interprétation de Lynn White Jr. en 1967, l'interprétation du pape François dans l'encyclique Loué sois-tu, qui voit simplement dans la tradition judéo-chrétienne une invitation à préserver, à soigner et à sauvegarder ce que Dieu, certes, a créé pour nous, mais non pas tant pour que nous en usions, mais pour que nous puissions vivre bien l'humanité qui est la nôtre. Donc, cette hypothèse que j'ai tenu à mentionner, notre rapport faussé à la nature aurait une origine judéo-chrétienne, ne me semble pas une hypothèse très sérieuse, en définitive. Elle ne me semble pas vraiment tenable. Je crois vraiment qu'il faut remonter au XVIIe siècle, au développement de la science moderne et à la représentation de la nature comme ce qui est sommé de se révéler, de se manifester dans le cadre d'un projet technicien. Le XVIIe siècle,
c'est ce siècle qui présente la nature comme quelque chose sur quoi la technique doit agir pour la contraindre à se révéler. Quand Galilée veut comprendre la loi de la chute des corps, que fait-il? À supposer qu'il l'ait fait, ce n'est pas tout à fait sûr. Il ne va pas lâcher des pommes ou regarder des pommes tomber dans la nature. Il construit un artifice, un plan incliné sur lequel il fait rouler des billes. Et du coup, on a là l'imposition d'un artifice technique qui contraint la nature à révéler la loi de la chute des corps, selon la formule E égale à demi de gamma t au carré. Et je crois que depuis le XVIIe siècle, on a pris l'habitude, depuis ce temps, de bien séparer, voire d'opposer, nature et société. La nature a été laissée depuis le XVIIe siècle, soit aux savants, qui étaient censés en déterminer les lois, soit aux poètes, romantiques en particulier, tandis que la société était l'affaire de la politique. Donc il était clair que la politique n'avait rien à voir avec la nature, qui était affaire de science ou de poésie. Mais la vitesse des modifications de la nature et la vitesse des dégradations qui l'ont marquée a produit un phénomène tout à fait nouveau qui ne vous a pas échappé. Depuis quelques décennies, la nature est devenue un concept politique. Si la COP21, puis la 20, la 19, la 18, la 17, etc., peuvent s'en emparer, c'est bien qu'on est dans une situation absolument inédite, où la nature n'est plus simplement un objet de pensée pour les savants, qui chercheront à déterminer les lois, ou un objet de réflexion, de méditation poétique pour des poètes romantiques, mais devient véritablement à la fois un enjeu et un concept politique. Et elle le devient au moment où les effets de son exploitation technicienne sont perçus, bien sûr, comme potentiellement catastrophiques, c'est-à-dire impliquant une réaction à la hauteur du problème, c'est-à-dire une réaction qui ne peut plus simplement être individuelle, relevée du rapport individuel de chacun à la nature, mais proprement politique, relevée d'une politique générale de la gestion des ressources naturelles, par exemple. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment est-on arrivé là? L'homme, bien sûr, a toujours transformé la nature, on l'a vu, il a toujours agi sur elle, il n'y a là rien de nouveau. Il en a même toujours exploité les ressources. On ne construit pas, on ne fabrique pas des épées sans exploiter du minerai de fer. Mais les actions humaines techniquement démultipliées imposent aujourd'hui à la nature des changements qui sont sans commune mesure avec la lenteur naturelle de l'évolution biologique. Il y a, si vous voulez, un enjeu de temporalité. Le rythme de la nature est un rythme extrêmement lent. La production, enfin on ne dit pas production, la constitution, si vous voulez, d'une nappe pétrolière, par exemple, ça se joue sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Mais l'exploitation d'une nappe de pétrole, ça peut se jouer sur quelques décennies. Et je crois que c'est quelque chose dont nous avons pris conscience, c'est-à-dire que deux temporalités sont en train de s'affronter l'une à l'autre. Une temporalité naturelle et une temporalité humaine qui ne coïncident plus et dont la rencontre provoque une sorte de choc. Et ce choc des deux temporalités est exprimé dans un concept assez intéressant qui est le concept de jour du dépassement. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cette chose. Le jour du dépassement, c'est un concept qui sert à désigner le jour où nous commençons à vivre au-dessus de nos moyens écologiques et qui marque par conséquent l'écart entre notre demande en ressources naturelles et la capacité de notre planète à les fournir. Alors ça c'est intéressant parce que quand on remonte dans l'histoire, on se rend compte que ce jour du dépassement, très concrètement, il ne cesse d'avancer. Jusque dans les années 1970, nous avions à peu près un budget équilibré en termes d'exploitation des ressources naturelles. Nous consommions en un an les ressources mises à notre disposition par la nature en un an.
Dans les années 90, le jour du dépassement est tombé en novembre. En 2000, il est tombé le 1er octobre. En 2003, il est tombé le 22 septembre. Et en 2014, il est tombé le 19 août. Ce qui veut dire très concrètement que, passé le 19 août, et en 2015 c'était probablement bien plus tôt, nous vivons d'une certaine manière au-dessus de nos moyens écologiques, empruntant à la nature des ressources que nous ne pourrons pas lui restituer. Alors bien sûr, la question qui peut se poser alors est celle-ci, faut-il revenir en arrière ? Alors je crois que c'est une mauvaise façon de poser le problème. Ce serait oublier que nous sommes, que nous le voulions ou non, ce que j'ai appelé tout à l'heure des héritiers. Et que ce n'est pas derrière nous, ce qu'il faut regarder, le passé est passé, on ne le ressuscitera pas. Il nous faut bien regarder devant nous ce qu'il nous reste comme possibilité d'action raisonnable. Alors, quelques exemples très concrets, je vous en propose deux. Par exemple, il ne s'agit pas de dire tous ruraux et halte aux villes, ce qui serait de toute façon une manière de se payer de mots, c'est tout simplement impossible. Mais il s'agit peut-être de penser les villes non pas comme des systèmes contre nature, qu'elles ont parfois été, ou qu'elles sont souvent, mais comme des écosystèmes complexes, ce qui conduit par exemple certains écologistes à mettre en vigueur le concept d'une biodiversité urbaine. Est-ce que la ville, c'est simplement Gotham City, le lieu de tous les dangers humains et écologiques et techniciens, ou est-ce que la ville, c'est cet espace qu'il s'agit de réinventer dans le cadre de certaines difficultés qui, d'une certaine manière, sollicitent notre inventivité. Et je sais qu'il y a dans certaines municipalités, à Strasbourg, je ne sais pas, mais Elkir, j'en suis sûr, puisque j'ai travaillé avec eux, des réflexions vraiment très, très intéressantes qui ont sur comment, d'une certaine manière, réinventer la ville, et non pas revenir en arrière, comme un espace qui rende possible l'invention, le maintien de certaines formes de biodiversité. Je crois que regarder devant soi, c'est aussi renoncer à l'idée naïve selon laquelle tout problème posé par la technique a une solution technique. C'est un lieu commun assez répandu. Nos voitures consomment trop de pétrole, par exemple, d'essence, etc., ce qui induit des effets de pollution atmosphérique. Bon, très bien. Donc la solution est simple, puisque le problème est technique, la solution est technique. Construisons des voitures électriques. Ce dans quoi nous sommes d'ailleurs désormais, me semble-t-il, assez embarqués. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, quoi. Construire une voiture électrique, ça pose aussi le problème de la fabrication des batteries, des métals lourds qui rentrent dans la fabrication de tels objets, le problème de leur recyclage, la consommation d'électricité. Je crois que si effectivement tous les Français se mettaient à rouler à la voiture électrique, je crois qu'il faudrait construire quelque chose comme une dizaine de centrales nucléaires. Bon. Donc l'idée, après tout, que la technique porte en elle-même les moyens de régler les problèmes posés par la technique est une idée séduisante sur le papier, intellectuellement. Elle me semble peu réaliste et par conséquent peu responsable. Et justement, notre temps présent est celui de notre responsabilité. Quand j'emploie le terme de responsabilité, c'est pas pour me complaire dans une sorte d'abstraction. Nous sommes tous responsables. Bon, facile, hein ? Non. Il s'agit très concrètement de reconnaître une responsabilité particulière des Occidentaux que nous sommes. Hans Jonas, il y a une trentaine d'années, 25, écrivait ceci. Cette société de risque globalisé est le résultat d'une nature livrée à la toute-puissance technicienne de l'homme occidental. C'est bien le développement de l'économie libérale, capitaliste, occidentale, qui a induit à un niveau global, et pas seulement au niveau occidental, certaines modifications éventuellement inquiétantes de la nature, du climat. Quand je dis que nous avons une responsabilité historique, nous,
ne veut pas dire simplement tous les hommes indistinctement, mais nous, occidentaux, qui tenons, bien évidemment, à des modes de vie qui ont un coût, bien évidemment, écologique. Pourquoi avons-nous une responsabilité? Je l'évoquais parce que, d'une certaine manière, c'est nous qui avons changé les choses, mais il y a deux autres raisons plus importantes, peut-être. Parce que nous pouvons peut-être encore rattraper le coup. Nous pouvons essayer de mener les politiques qui laisseront des raisons de croire et d'espérer. Je ne peux être responsable que si j'ai les moyens d'assumer ma responsabilité. Sinon, on est simplement coupable. Je ne crois pas que nous le soyons en tant que tel, mais je crois que nous sommes responsables. Celui qui peut changer les choses est responsable de la situation qu'il trouve à son arrivée, ne serait-ce que parce qu'il peut changer les choses. Et puis, si nous sommes responsables, c'est aussi parce que peut-être pour la première fois dans notre histoire, nous connaissons les conséquences de ce que nous faisons. Ceux qui nous ont précédés, il y a quelques dizaines d'années simplement, au début du XIXe siècle, pouvaient exploiter la houille, le charbon, tout ce que vous voulez. Ils ne savaient pas ce que ça impliquait. Et du coup, ça nous oblige à distinguer deux types de responsabilités. Je reprends ici une distinction très heureuse, me semble-t-il, proposée par Catherine et Raphaël Larère, toujours dans Penser, agir avec la nature. La distinction entre responsabilité causale et responsabilité morale. Un exemple, ceux qui ont brûlé de la houille et du pétrole dans la première moitié du XXe siècle ignoraient les conséquences de ce qu'ils faisaient. Mais ce qu'ils ont fait est bien en partie la cause d'un certain nombre de problèmes liés à notre atmosphère. Bon. Leur responsabilité est donc causale, mais puisqu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et ignoraient les conséquences qu'ils faisaient, elle n'est pas morale. Mais nous, aujourd'hui, nous savons. Nous savons quels impacts ça peut avoir, quels effets ça peut avoir pour ceux qui viendront après nous. Et donc notre responsabilité est bien sûr une responsabilité causale, parce que nous n'avons pas arrêté grand-chose, mais elle est aussi une responsabilité morale. Et donc, pour mieux prendre conscience de nos responsabilités, il est sans doute nécessaire de mieux penser la nature de cette maîtrise que nous revendiquons depuis Descartes sur la nature, et ça va être l'objet de la deuxième partie. On l'a vu, la nature est pensée depuis le XVIIe siècle comme un ensemble de ressources. Elle n'avait jamais été pensée comme cela avant cette époque. Un ensemble de matières premières grossières qui n'ont d'intérêt que dans la mesure où elles sont transformées, raffinées, en vue d'un projet humain dont l'homme aurait la maîtrise. Là aussi, c'est quelque chose d'assez important sur lequel insiste beaucoup un penseur comme Rémi Brague. Jamais les Grecs n'auraient vu dans la nature un ensemble de réalités grossières qui n'ont de valeur qu'une fois transformées par le génie de l'homme. Dans le cas de la pensée grecque comme dans le cas de la pensée médiévale, la nature était en elle-même parfaitement ce qu'elle avait à être. Elle n'était rien de grossier, elle était soit, je vous l'ai dit, le signe d'une rationalité immanente, soit le signe d'une providence divine. Bien sûr, à partir du moment où la nature est comprise comme quelque chose de grossier, d'archaïque, une matière première un peu vile, on ne fait rien avec de la boue, mais si on la travaille, on fait de la céramique. On ne fait rien avec du pétrole, mais si on le raffine, on en fait de l'essence. Ah, tiens, ça devient tout de suite plus intéressant. Et pourtant, c'est cette représentation de la nature, sans doute, qui s'est révélée dangereuse et qui a alimenté tout un système de représentation qui tourne autour de l'idée de maîtrise. Alors bien sûr, pour contrer cette représentation de la nature comme matière première, grossière, sur lequel nous aurions tous les droits de la transformer en vue de nos projets particuliers, on a voulu lui substituer dans la deuxième moitié du XXe siècle l'idée d'une nature comme environnement.
Un concept qui apparaît clairement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce qui semble régler en partie le problème, en tout cas dans sa dimension intellectuelle, puisqu'on ne pense plus la nature comme ressource archaïque, mais comme environnement, avec cette idée que cet environnement, il faudrait en prendre soin. C'est une impasse. Le concept d'environnement, au fond, ne résout strictement rien. Et c'est ce qu'a bien vu Michel Serres, que je cite à nouveau, dans le Contrat naturel, qui dit ceci. Au fond, le problème avec la notion d'environnement, ce n'est pas une citation, c'est que c'est un vocable qui laisse entendre qu'un système de choses gravite autour de nous, dans une perspective qui est nécessairement anthropocentrique. Penser la nature comme environnement, c'est penser l'homme au centre et la nature autour. Ce n'est pas échapper du tout à une perspective anthropocentrée. Du coup, certains se sont rendus compte, il n'y a pas eu que cela, par opposition à la nature comme ressource ou à la nature environnement, se sont développées des représentations de la nature encore alternatives, comme espace sauvage par exemple, et du coup comme lieu d'une plus grande liberté. Le fantasme de la vie naturelle comme une vie plus libre par laquelle nous échapperions aux contraintes de la société civile. Dans la nature, l'homme retrouve sa liberté, émancipé qu'il est de la tutelle des lois par lesquelles il s'est lié lui-même. Et à l'origine de cette représentation de la nature comme espace sauvage et espace de liberté, on trouve quelqu'un que les étudiants de classe prépa connaissent sans doute un peu, Henri David Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, rien à voir avec l'animal, qui est mort en 1862, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et le concept que vous connaissez sans doute ici, c'est le concept de wilderness, l'espace sauvage comme espace de liberté soustrait au conformisme social. Mais là aussi, je crois que ça ne change pas grand-chose. Je ne crois pas que ça règle grand-chose. Le concept de wilderness, qui a été à la mode dans certains milieux intellectuels, et qui est souvent à la mode d'ailleurs cinématographiquement, l'idée que l'homme expérimente sa liberté, y compris dans ce qu'il a dangereux, dans les grands espaces sauvages où il ne peut plus compter sur ses proches pour assurer ses conditions de survie, ça fait bien évidemment le bonheur de bien des scénaristes pour le cinéma. Mais il me semble qu'il y a une vision romantique qui pose un autre problème. Penser la nature comme environnement, c'est penser l'homme au centre. Penser la nature comme wilderness, c'est exclure l'homme de la nature. Au fond, la nature, c'est ce dont l'homme ne fait pas partie, dans ce cas-là. Et alors du coup, le paradoxe pointe aussitôt, puisque c'est cette nature dont l'homme ne fait pas partie que l'homme doit intervenir pour la protéger. C'est le paradoxe, bien évidemment, des réserves naturelles, curieuse réserve de nature, qui n'est une réserve de nature que pour autant que l'homme délimite artificiellement ce qui sera considéré comme réserve de nature, dont il prendra soin, d'ailleurs, techniquement, quitte à intervenir sur les plantations, les entretiens, les lagages, etc. Du coup, je crois qu'il y a là trois représentations qui ont été assez traditionnelles dans l'histoire de la pensée écologique occidentale. La nature comme ressource, la nature comme environnement, la nature comme wilderness. Mais ces trois représentations font oublier une chose, c'est que l'homme fait intégralement partie de la nature. Et ça veut dire que, il me semble qu'on ne peut pas comprendre la nature autrement que comme le fait de nouveau Michel Serres. La nature, c'est l'ensemble des conditions de la nature humaine elle-même. La nature, c'est ce qui permet de préserver en l'homme cette nature propre qui est la sienne et dont légitimement, bien évidemment, il peut et doit peut-être prendre soin. Ce qui veut dire que la nature conditionne la nature humaine, qui désormais la conditionne à son tour. On est dans une relation de réciprocité métaphysique, et non pas dans une relation de centralité anthropologique, d'exploitation économique, ou de relation fantasmée à un espace prétendument sauvage dont l'homme ne ferait pas partie. Mais
bien sûr, nous ne pouvons pas reconnaître notre appartenance pleine et entière à l'ordre naturel, c'est peut-être ça qu'il nous faut apprendre à retrouver, la conscience que nous sommes partie intégrante de la nature, puisque la nature, c'est l'ensemble des conditions qui rendent possible la persistance d'une nature humaine. Et nous ne pouvons pas reconnaître notre appartenance à l'ordre naturel sans reconnaître toutefois notre singularité dans cet ordre. Notre relation à la nature n'est pas celle de l'amibe à la nature ou du phacochère à la nature, ou de la laitue à la nature. Notre relation est différente. Ce qui veut dire qu'il nous faut en même temps prendre conscience que l'homme n'est pas un être naturel parmi d'autres. Justement, la preuve, c'est qu'il peut avoir une responsabilité particulière dans les modifications de la nature que n'ont pas les autres vivants naturels. Du coup, il ne s'agit pas de liquider le concept de maîtrise, je crois que ce serait une grosse erreur. Il s'agit peut-être de l'assumer. Oui, nous avons vis-à-vis de la nature un rapport effectif de maîtrise. Nous pouvons maîtriser un certain nombre de processus naturels en vue de projets techniques qui sont proprement humains. Mais, si ce paradigme de la maîtrise, il convient de l'assumer, il convient sans doute aussi de le corriger. Alors comment ? Je crois qu'une correction de ce paradigme passe par la prise en compte d'un artifice dont il faut repenser la valeur. Nous ne comprendrons quelle maîtrise sur la nature est légitime qu'à condition de repenser notre rapport à la nature en dehors ou au-delà de l'opposition classique et traditionnelle entre nature et artifice. Et le problème, je crois qu'il est là. Nous avons un rapport au mot artificiel comme si c'était un gros mot. Et d'ailleurs, je crois que si vous ouvrez le Robert, enfin je vous dis je crois parce que j'ai vérifié, le premier sens du mot artificiel, c'est pas ce qui a été produit par l'homme, c'est contrefait, faux, factice, voire contre nature. C'est artificiel, c'est contrefait. Bon. Du whisky artificiel, oh là là, c'est du whisky qui a l'air de du whisky, mais qu'on n'est pas vraiment, du Canada Dry ou un truc comme ça. Pas du tout du whisky. Mais le problème, c'est que cette opposition n'a pas l'ombre d'un sens. Il n'y a pas l'ombre d'un sens à opposer purement et simplement ce qui est naturel à ce qui est artificiel. Pourquoi ? Parce que l'artifice, par exemple, peut aussi relever d'une façon humaine de piloter la nature. L'agriculture, c'est bien l'imposition de procédures artificielles à une nature maîtrisée, qui n'en est pas moins respectée, dans la perspective d'un projet qui est authentiquement humain. L'artifice peut donc relever, disais-je, d'une façon naturelle de piloter la nature, de la protéger, les réserves naturelles, de l'aider, les engrais, qui permettent aux plantes de mieux pousser, voire de l'améliorer. Je pense par exemple au vaccin. Le vaccin n'est pas ce qui fait obstacle à la nature, ce qui voudrait dire que la maladie serait plus naturelle que la santé. Ce qui est une absurdité totale. La santé n'est pas moins naturelle que la maladie, pourtant le vaccin est un artifice. Mais présenter le vaccin comme un artifice, ce n'est pas le dénoncer comme étant du côté des méchants. Oh, la nature c'est bien, l'artifice c'est pas bien. C'est reconnaître la façon dont l'artifice peut entrer en relation dynamique avec la nature. Si nous voulons réconcilier l'artifice et la nature, il nous faut aussi reconnaître que s'il y a dans la nature, certes, des ressources disponibles pour l'économie, on aurait tort de réduire les ressources naturelles à des ressources simplement économiques. Il y a aussi dans la nature des ressources scientifiques. C'est en observant la nature que je peux comprendre un certain nombre de phénomènes. La nature nous offre aussi de quoi comprendre la nature dans laquelle nous vivons, et pas simplement de quoi satisfaire nos besoins économiques. Il ne s'agit pas de dire non, arrêtons de traiter la nature comme si c'était une ressource économique. C'est aussi cela, et depuis toujours, le minerai de fer avec lequel on fabrique les épées. Le problème, c'est pas que la nature soit traitée comme un ensemble de ressources,
c'est que les seules ressources que nous soyons capables de penser comme telles soient des ressources économiques. Il y a aussi des ressources scientifiques. Il y a aussi des ressources esthétiques. La nature est un ensemble de ressources esthétiques. Il y a aussi des ressources symboliques qui nous aident à prendre conscience à travers elles de ce qui est, par exemple, constitutif de notre humanité. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une façon d'être maître de la nature qui passe par la maîtrise de nous-mêmes et notre rapport à elle. C'est-à-dire, nous serons d'autant plus maîtres d'une nature que nous ne réduirons pas un ensemble de ressources exploitables, que nous aurons œuvré à une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Du coup, il ne s'agit plus de se demander exactement que faire de la nature. Il s'agit désormais de se demander que faire avec elle. C'est-à-dire penser à faire qui ne soit pas simplement de l'ordre de l'exploitation, du parasitisme ou du pillage. Et là, je reprends, cette question du pilotage en le situant dans trois manières possibles de se rapporter à la nature. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, notre rapport à la nature n'est pas du tout un rapport de maîtrise, mais un rapport de dépendance. Le chasseur-cueilleur dépend de ce que la nature met à sa disposition, ou ce qu'il trouve en tout cas comme étant à sa disposition dans la nature. Donc là, pas de maîtrise, on est dans une relation de dépendance. Avec le développement de la culture et de l'élevage, on entre dans un rapport de maîtrise à la nature qui relève de ce que j'ai appelé l'art du pilotage. On pilote des processus naturels, bien évidemment, de manière artificielle. Bref, ce que nous fait découvrir cet art du pilotage, c'est qu'au fond, notre souci doit peut-être être non pas de renoncer à la maîtrise, je crois que ce serait totalement mortifère et inhumain, mais de maîtriser notre maîtrise, c'est-à-dire au fond qu'il s'agirait moins de maîtrise que de collaboration avec la nature. Et c'est ce que nous montre par exemple l'exemple classique du biomimétisme, alors qu'on peut entendre de deux façons. C'est la deuxième qui m'intéressera. Le biomimétisme désigne un ensemble des procédures techniques qui s'inspirent de certaines réalités naturelles pour fabriquer des matériaux particulièrement performants. On va s'inspirer par exemple de la peau des requins pour fabriquer la combinaison de plongée de Florian Manodou, enfin de plongée de nageur, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas du tout, mon exemple est probablement archi faux, c'est pas grave, il n'a valeur bien évidemment que symbolique. C'est pas ce biomimétisme qui m'intéresse, mais c'est celui qui a été thématisé par un biologiste qui s'appelle, une femme biologiste, donc une biologiste qui s'appelle Janine Benyus, B-E-N-Y-U-S, qui a écrit, peu importe, un livre qui s'appelle L'innovation inspirée de la nature, enfin le titre est en anglais, mais j'aime garder d'être risible. Et ce qu'elle appelle biomimétisme dans son ouvrage, donc Janine Benyus, c'est l'art d'apprendre de la nature une approche holistique de la biodiversité. En fait, elle se situe au niveau global. Elle remarque que dans la nature, il y a une sorte d'adaptation naturelle des besoins aux ressources. Donc, par exemple, adapter notre consommation d'énergie à nos besoins, c'est une certaine manière de prendre exemple sur un certain nombre de systèmes naturels. Adapter la forme et la fonction, c'est une question d'ergonomie, etc. C'est une manière aussi d'imiter ce que l'on trouve dans la nature. Tout recycler. Lavoisier le disait, rien ne se perd, tout se transforme, le principe célèbre de Lavoisier. Au fond, la nature recycle tout. Eh bien, on peut comprendre le biomimétisme de cette manière-là, c'est comme ça que le fait Janine Benyus, eh bien, comme ceux qui nous invitent à recycler ce que nous avons fabriqué, au lieu de simplement jeter et empiler les ordures technologiques. Et puis, parfois, utiliser les contraintes, c'est le quatrième exemple qu'elle donne, comme source de créativité.
Il y a deux manières de s'affronter à une contrainte. Soit de manière passive, en se disant la contrainte est trop lourde, on ne pourra pas faire grand-chose, soit de manière inventive, en se disant la contrainte est l'occasion d'inventer quelque chose d'absolument inédit. C'est ce que j'appelle le principe de l'Oulipo. C'est un courant littéraire, je fais une petite parenthèse rapide, qui joue de la création littéraire, mais à partir de contraintes assumées. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, celui de Georges Perec, dans La Disparition, qui se contraint lui-même à écrire un roman entier sans la lettre E. Contrainte, alors essayez, s'il fait faire une phrase sans la lettre E. Il fait un roman entier, et qui veut dire quelque chose, qui se lit. C'est pas que la lettre E, chaque fois qu'elle devrait être là, elle n'y est pas. C'est qu'elle ne doit jamais y être. Elle est vraiment disparue. Voilà, c'est le titre du livre. Mais il y a donc une manière d'affronter une contrainte, pas de lettre E, qui oblige bien évidemment à des trésors d'inventivité. Au passage, ça a commencé avec l'invention de la poésie, l'alexandrin. L'alexandrin, c'est une contrainte qui permet non pas nous oblige à écrire plus mal, mais permet d'inventer de nouvelles formes d'expression poétique. Eh bien, il se pourrait au fond qu'il y ait un enjeu écologique de ce type. Bien sûr que nous sommes confrontés à certaines contraintes en matière de recyclage, en matière d'adaptation de la forme et la fonction, en fonction de l'adaptation de la consommation d'énergie à nos besoins. Est-ce que nous prenons ces contraintes comme des espèces de catastrophes externes qui vont nous obliger à faire moins bien, à être moins bien des êtres humains? Ou est-ce que nous nous rapportons à ces contraintes comme l'occasion, et peut-être même la condition, d'une invention de formes nouvelles d'existence, économique, culturelle, politique? Et ce serait magnifique que cette époque qui est la nôtre soit l'époque d'une invention possible de formes d'existence politique, sociale, culturelle, qui permettrait précisément de repenser ce qu'il en est de nos rapports à la nature, de nos rapports à nous-mêmes, de nos rapports aux autres. Et du coup, eh bien, cela rend nécessaire de réorienter notre maîtrise technoscientifique de la nature vers une entreprise de coopération. Et je terminerai là-dessus, donc pas tout de suite, dans la troisième partie. Non, vous avez payé pour 2 heures, vous restez 2 heures. Et je voudrais revenir sur cet enjeu qui n'est pas seulement un enjeu écologique. Je vais terminer en vous montrant que cet enjeu écologique se double d'un enjeu qui est plus essentiel encore, puisque l'enjeu, c'est nous. Donc, troisième partie, se soucier de la nature, c'est en même temps se soucier de l'homme. Souvenez-vous de la formule de Michel Serres que j'avais citée tout à l'heure, un extrait du contrat naturel. La nature est l'ensemble des conditions de la nature humaine elle-même. Cela veut dire, bien sûr, qu'elle est irréductible à un environnement, irréductible, on l'a vu, à des ressources économiques, irréductible à la wilderness, à des espaces sauvages, et cela nous oblige à la penser comme un ensemble de relations dans lequel l'homme est inclus. Et du coup, je crois que là encore, avec Catherine Larrère, à laquelle je me suis assez souvent référé ici, nous sommes invités sans doute à éviter 2 erreurs. Penser la nature comme un ensemble de relations dans lequel nous sommes inclus, c'est être invité à éviter 2 erreurs. La première qu'on pourrait appeler l'erreur dualiste, opposer l'homme à la nature. Comme si le rapport de l'homme à la nature était le rapport de chacun de 2 membres d'un vieux couple divorcé à l'autre, quoi. C'est pas ça le rapport à la nature. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'erreur inverse, qu'on pourrait appeler le monisme naturaliste, c'est-à-dire qui réduirait l'homme à son existence biologique. Tout serait nature, pour le monisme naturaliste, y compris l'homme, mais l'homme réduit à son existence biologique. Oh non, l'homme n'est pas, par nature, un vivant, réductible à sa constitution organique et biologique. L'homme que je voudrais ici défendre et promouvoir, c'est donc l'homme dans l'intégralité de sa nature. Et c'est l'homme dans l'intégralité de sa nature qui est concerné, par la sauvegarde de la nature.
Il s'agit donc de protéger l'homme de lui-même en préservant les conditions de tout ce qui fait qu'il est celui qu'il est. Et qu'est-ce qui fait qu'il est celui qu'il est? C'est qu'il est un animal politique, on le sait depuis Aristote, c'est qu'il est un être de culture et d'intelligence, c'est qu'il est un être de sensibilité, c'est qu'il est aussi un être de progrès. Rousseau définissait l'homme en partie par la perfectibilité. Eh bien effectivement, reconnaître l'homme dans l'intégralité de ce qui en fait un homme, c'est reconnaître aussi qu'il est homme en tant qu'il vise le progrès. Et qu'il ne saurait y avoir de projets humains qui seraient des projets régressifs. Il faut tordre le cou au fantasme délirant et insensé d'un prétendu retour à la nature, retour régressif. Inventer des formes nouvelles de rapport à la nature, c'est inventer ce qui n'a jamais encore été inventé, c'est maintenir ouvert l'horizon du progrès, et non pas s'installer dans une attitude régressive. Du coup, on comprend mieux à la lumière de ce que je vous dis là, un concept largement rebattu, tel que le concept de développement durable. Le concept de développement durable ne nous invite pas du tout à préserver la wilderness de taureaux, pas du tout. C'est au contraire un souci rationnel des pratiques humaines inscrites dans une dynamique de progrès. Se demander à quelles conditions le développement technique est compatible avec la persistance de générations futures susceptibles de faire l'expérience d'un bonheur au moins possible, eh bien, c'est se demander ce que nous devons inventer pour rendre notre humanité collective, individuelle, non pas régressive, mais au contraire meilleure, plus belle, plus solidaire, peut-être, ce que je vais essayer de vous montrer. Du coup, la conséquence de tout ceci, c'est que le problème écologique n'est pas seulement un problème écologique, puisqu'il concerne l'homme dans l'entièreté de son humanité, ou de sa nature, puisqu'il concerne l'homme aussi bien comme animal politique, comme être de culture, comme être de sensibilité ou comme être de progrès. Le problème écologique est un problème global. Il est un problème économique. Il est un problème moral. Il est un problème politique. La COP21 nous l'a montré. Il est un problème culturel. Ça met en jeu nos façons d'exister, de vivre, de déployer notre humanité. Et il se pourrait même qu'il soit un problème religieux, puisque certaines autorités religieuses s'emparent précisément de la question écologique pour la penser eux aussi. Et donc on a avec ces questions d'écologie quelque chose d'absolument passionnant pour notre temps. Non pas penser l'écologie, penser la nature, ce n'est plus simplement penser une dimension particulière de notre rapport au monde, c'est penser intégralement ce qu'il en est de notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Cet enjeu, je l'exprimerai sous la forme de cette question: comment pouvons-nous continuer à habiter la Terre en tant qu'homme? Habiter, c'est pas se terrer. Habiter, c'est pas simplement se protéger. Habiter, c'est déployer son habitus, déployer sa manière d'être au monde, d'avoir un monde, d'instituer des relations avec nos semblables et avec le monde, dans un espace qui est bien sûr marqué de notre empreinte. La maison que nous habitons n'est pas réductible à un abri, à une cachette où nous nous terrons, où nous nous protégeons. Elle est aussi ce lieu où nous inventons des formes d'amitié, de solidarité, de fraternité. Elle est ce lieu où se forme notre humanité. Elle est ce lieu d'éducation. Elle est ce lieu de culture. Elle est ce lieu d'apprentissage. Apprendre à habiter la Terre en tant qu'homme, ce n'est donc pas, là encore, se soumettre à un projet régressif, mais se tenir dans cet enthousiasme possible d'un projet résolument
progressiste. Il s'agit donc de se rapporter à la terre, à la nature, si vous voulez, comme à une maison commune, expression que l'on retrouve parfois dans la pensée écologique, qu'il s'agit par conséquent d'aménager. Ma maison n'est pas l'endroit où je me terre, à la condition qu'elle soit le lieu que j'aménage. Et la question est bien celle de l'aménagement d'une nature, conformément à un projet qui permette de l'habiter durablement. Mais du coup, là où on voit bien que l'enjeu est un enjeu global, c'est qu'on s'aperçoit alors qu'améliorer nos rapports à la nature, c'est aussi nous donner les moyens de mieux vivre ensemble, d'améliorer nos rapports sociaux, en apprenant par exemple à faire prévaloir le bien commun sur nos intérêts économiques. Bien sûr que nos intérêts économiques nous séparent les uns les autres et nous opposent les uns les autres, soit parce que nous avons des intérêts divergents, soit parce que quand nos intérêts sont convergents, ils deviennent des intérêts en compétition. Nos intérêts économiques sont sans doute des intérêts légitimes, mais ce ne sont pas nos intérêts économiques qui nous aident à mieux vivre notre humanité. Les intérêts qui nous aident à mieux vivre notre humanité sont les intérêts que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce que nous savons reconnaître comme étant bien pour tous. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de revenir à l'âge des cavernes. Il y a quelque chose de profondément insultant, pour ne pas dire totalement débile, dans le grief fait à un discours écologique rationnel, quand quelqu'un dit « Ouais, mais en fait, tu voudrais quand même pas qu'on vienne à l'âge des cavernes !» avec le ton de l'homme de Cro-Magnon, se dit en passant en règle générale. Quoi. Bon, c'est-à-dire que c'est l'individu régressif qui vous accuse d'être engagé dans une entreprise de régression. Quoi. Mais c'est pas ça du tout, le projet écologique. C'est pas ça du tout, un projet d'attention à la nature. C'est pas ça du tout, le désir d'inventer des formes nouvelles d'existence compatibles avec la survie de notre espèce. C'est pas ça du tout. Et c'est pour cette raison que Michel Serres, revenons à lui, a formulé l'idée dont il fallait bien que je vous parle d'un contrat naturel entre l'homme et la nature et qui permette l'invention d'un rapport de type nouveau. Ce contrat naturel, d'après Michel Serres, suppose deux parties qui se savent associées, embarquées d'une certaine manière dans la même galère possible, et suppose, nous dit-il, que l'homme ne se comporte pas comme un parasite, et Michel Serres définit le parasite de la manière suivante, il prélève sans rien donner, contrairement à la nature qui donne sans rien prélever. La logique économique du parasitisme est la logique absolument contraire à la logique d'un contrat naturel tel que le comprend Michel Serres et dans lequel il voit un contrat de symbiose et bien évidemment un contrat de réciprocité. Or c'est sympathique cette idée d'un contrat naturel et je me doute que les étudiants de classe prépa qui vont bientôt passer leur concours se disent « Oh bah là il y a du grain à moudre, il faut absolument que j'arrive à caser ça si le sujet qui tombe est un sujet qui s'y prête. » Je vous demanderai quand même de jamais vous jeter sur une référence comme la misère sur le pauvre monde. Hein. C'est assez suspect quand même cette notion de contrat naturel. J'avoue qu'elle me laisse perplexe. Je voudrais quand même ouvrir ici une piste un peu critique. Pour moi, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que pour contracter, il faut être deux. Obligatoire. Et je suis désolé, mais la nature n'est pas un sujet avec lequel on puisse contracter. Je sais bien qu'elle a parfois été représentée de cette manière, mais je ne vois pas au fond rationnellement qu'est-ce qui autorise ce genre de représentation. La nature n'est pas un sujet avec lequel nous puissions contracter. C'est notre responsabilité qui est en jeu. Ce n'est pas une entreprise de collaboration effective avec un sujet qui s'intéresserait à nous autant que nous nous intéressons à lui. D'où d'ailleurs ma deuxième réticence. De toute façon, la nature n'a aucune raison de se soucier de nous. Elle s'en fout littéralement. Si demain nous faisons sauter la planète et que nous y perdons la vie, elle, je vous assure qu'elle s'en remettra sans l'ombre d'un problème. Et s'il lui faut du temps, elle s'en fout. Le temps de la nature est le temps long de l'évolution géologique et absolument pas le temps court de l'histoire humaine.
Et donc, si nous nous avisions à contracter avec une nature qui n'en a rien à battre de nous, nous risquerions de nous retrouver, bien sûr, gros gens comme devant. Bref, il faut reconnaître qu'il y a là une relation de dissymétrie. Le rapport que nous entretenons avec la nature n'est pas le même que le rapport que la nature entretient avec nous. Et c'est pourquoi je préfère le concept de responsabilité au concept de contrat naturel. Reconnaître nos responsabilités, c'est reconnaître que nous avons à répondre de ce que nous faisons de la nature et de ce que nous faisons de nous-mêmes en faisant ce que nous faisons de la nature. Je vous la refais. Comme c'est filmé, vous passerez ça au ralenti. C'est donc devant nous-mêmes et non pas devant la nature que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la nature devant nous-mêmes. Ceci dit, l'idée de contrat naturel, ou le concept de contrat naturel, a ceci de commun chez Michel Serres avec le contrat social de Rousseau auquel il emprunte bien évidemment son expression, qui n'a pas besoin d'être réel pour être efficace. Je crois que c'est souvent comme ça que Michel Serres défend l'idée d'un contrat naturel, en disant, au fond, ok, il n'y a pas de contrat naturel, ça n'existe pas et on ne peut pas contracter avec la nature, admettons. Mais peu importe, il faut faire comme si nous avions contracté avec la nature. Als hop. Et de la même manière, d'ailleurs, le contrat social de Rousseau n'existe pas. Vivre de manière républicaine, c'est vivre comme si un tel contrat avait été passé entre nous, alors même que nous savons que nous n'avons jamais rien contracté. Et je reconnais que cette lecture ouvre la possibilité de reprendre, dans une perspective réflexive, la notion de contrat naturel. En revanche, ce qui est intéressant vraiment dans cette notion, c'est que l'idée de contrat fait signe vers une catégorie peut-être inattendue, qui est la catégorie de la justice. La justice comme vertu cardinale. C'est-à-dire que le problème écologique est aussi, et c'est là qu'on voit qu'il est un problème global, un problème de justice. Vous savez qu'Aristote distinguait deux, pour faire vite, formes de la justice distributive et la justice corrective. Au moins les étudiants en philo sont sans doute familiers de cette distinction. Et du point de vue de la justice distributive, le problème écologique, c'est un problème très concret. C'est le problème du partage inégal de ressources qui conduit à piller les ressources naturelles des pays les plus pauvres. Quand nous pillons les ressources des pays les plus pauvres pour satisfaire des besoins économiques qui sont les nôtres en Occident, se pose clairement un problème de justice distributive. Mais ça pose aussi un problème du point de vue de la justice corrective. Et là, il y a un concept tout à fait intéressant que la pensée écologique nous propose, qui est le concept de dette écologique. Je vous invite à bien noter. Quand je dis je vous invite, je m'adresse surtout aux étudiants de classe prépa qui préparent leur concours. C'est quoi cette histoire de dette écologique ? Ça correspond à l'idée que les pauvres souffrent de façon disproportionnée, ou les plus pauvres en tout cas, de la pollution environnementale produite par la société dans son ensemble, alors qu'ils en sont les moins responsables. Les moins responsables du désastre écologique sont ceux qui sont condamnés à des conditions d'existence les plus difficiles, en raison, précisément, de ces problèmes écologiques. Et donc le concept de dette écologique consiste à dire ceci. On considère que les pays du Nord, nous, avons consommé une part importante du capital naturel de la planète et que par conséquent, c'est nous qui sommes en dette vis-à-vis des pays du Sud. C'est-à-dire que le concept de dette écologique fait pendant d'une certaine manière au concept de dette économique. Et ça pèse beaucoup dans les négociations internationales telles que la COP21, parce que bien sûr, il y a une application très pragmatique. Est-ce que la dette économique des pays du Sud envers les pays du Nord est plus lourde que la dette écologique des pays du Nord envers les pays du Sud? Et vous comprenez bien que selon la façon dont on répond à cette question, on pose le problème de la justice dans les rapports Nord-Sud de manière extrêmement forte. Est-ce qu'ils nous doivent quelque chose parce que nous avons investi économiquement chez eux? Ou est-ce que nous leur devons quelque chose parce que notre développement a été rendu possible par les ressources que nous avons pillées chez eux, par exemple? Sommes-nous en dette écologique vis-à-vis de certains pays plus pauvres que les nôtres? Et en même temps, il ne suffit pas de reconnaître cette dette,
et avec elle l'étendue du désastre possible. Je ne crois pas qu'on puisse se contenter d'un positionnement intellectuel comme celui que je tiens devant vous aujourd'hui. C'est facile, comme ça, effectivement, dans le confort d'une salle bien chauffée, eh bien de penser la nature, ce qui lui advient, comment ça lui est advenu, quelle représentation il y a derrière. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas dissocier notre rapport à la nature, une pensée de la nature, à laquelle je tiens en tant que philosophe, et un comportement vis-à-vis de la nature, auquel je tiens en tant qu'homme. Et bien sûr, là, je crois qu'il faut accepter d'entendre des choses qui ne font pas nécessairement plaisir, en tout cas du point de vue d'une logique simplement économique. Il nous faut reconnaître qu'il n'y a pas, au niveau global, de solution possible, sans doute sans une certaine forme de limitation drastique de l'action technique, et sans un changement radical de mode de vie des pays industrialisés. C'est ce qu'a bien vu, là encore, ce qu'ont bien vu les époux Larère, toujours dans Penser et agir avec la nature. Et à cette idée, le pape François, que j'ai cité tout à l'heure, fait écho, en écrivant ceci, paragraphe 5 de l'encyclique que je citais tout à l'heure, « Toute volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation. » J'insiste, de profonds changements, ce ne sont pas nécessairement des régressions, mais en tout cas, des types de rapports que nous avons encore à inventer, et c'est exaltant d'être en situation d'être des inventeurs, bien sûr, mais qui ne peuvent pas consister à revenir en arrière, parce que je vous ai essayé de vous montrer que cela était impossible. Et concrètement, je crois que ça veut dire 4 choses. L'écologie ne peut plus être simplement cosmétique. On ne peut pas se soucier de la nature simplement parce que la nature c'est joli. Ça veut dire aussi qu'on ne peut plus, notre attitude ne peut plus relever de quelques déclarations d'intention sur le développement durable. Je sais bien que quand on interroge les entreprises, en France et pas seulement en France, c'est incroyable ce qu'elles sont soucieuses du développement durable, de la RSE, etc. Ouais, bon, il y a les déclarations d'intention qui valent du point de vue de la communication, c'est une chose, mais c'est pas ça qui modifie de manière authentique et forte des attitudes qui pourraient être les nôtres. Elle nous oblige aussi à ne pas revenir en arrière, j'ai insisté beaucoup sur cette idée, mais ce qui est bien plus exaltant, à inventer une façon nouvelle et inédite de vivre notre humanité en réinventant notre rapport à la nature. Si ce projet pouvait être le nôtre pour les décennies à venir, ce serait un projet absolument extraordinaire. Et ce qui se présente à nous sous le signe d'une catastrophe annoncée pourrait au contraire être l'occasion quasiment oulipienne d'une réinvention généreuse et belle et grande de nos modes de vie. Et l'horizon est bien sûr celui, du coup, de ce que j'appellerais une sobriété heureuse. Il ne s'agit pas de revenir en arrière pour consentir au malheur de ne plus avoir tout ce que nous avions. D'ailleurs, sommes-nous si heureux que ça dans une société hyper consumériste, où nous fabriquons nos besoins en même temps que nos frustrations, puisque nous n'avons de toute façon jamais assez. Bon, sommes-nous si heureux que ça ? Peut-être que la voie qui se présente devant nous n'est pas la voie d'un malheur annoncé, mais la voie d'un bonheur possible à inventer. Quelques mots de conclusion, donc du coup, nous aurons le temps de discuter un petit peu ensemble, en espérant que je pourrai répondre à vos questions, parce que je suis à peu près au bout de ce que je suis capable de fournir, mais je crois que je vais y arriver à peu près. Ça veut dire que, en conclusion en tout cas, qu'il n'y a pas, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure, d'écologie pensable, de façon rationnelle, sans une anthropologie qui lui corresponde. Penser la nature sans l'homme, c'est au fond ne pas penser la nature, puisque c'est extraire la nature de l'homme, de la nature qu'il s'agit de penser et avec laquelle il s'agit éventuellement de coopérer. Et donc, le souci d'une écologie rationnelle est absolument indépendant du souci d'une anthropologie rationnelle. Nous devons penser ensemble
le destin de la nature et celui de l'homme. Penser les choses comme ceci, les dire comme ceci, c'est évoquer la perspective de ce que certains ont appelé une écologie humaine. Une écologie humaine, ce n'est pas simplement une écologie théorisée par l'homme. Une écologie humaine, c'est une écologie qui se rend simultanément soucieuse de la nature hors de l'homme et de la nature en l'homme. C'est une vision de l'écologie, une conception de l'écologie, aussi soucieuse des problèmes d'économie, de justice, de culture, de vivre ensemble, que des problèmes que l'on rencontre dans une nature affectée par la façon dont nous la transformons. Et donc une écologie humaine, c'est une écologie soucieuse de la grandeur et de la dignité, non seulement de tout homme, sans exception, mais mieux que cela, je crois, de tout l'homme. De l'homme dans toutes les dimensions de son être. De l'homme dans tout ce qui est constitutif de sa nature, tant du point de vue culturel que du point de vue économique, social, religieux si l'on veut, sensible, affectif, etc. C'est intégralement que nous avons à nous convertir à l'écologie, et pas seulement intellectuellement. Et pour cela, nous devons, bien évidemment, accepter d'ouvrir une voie globale, je terminerai là-dessus, qui va peut-être en faire tiquer certains d'entre vous, mais tant pis, je prends le risque. D'abord, très concrètement, arrêter de soumettre la politique à l'économie. Nos intérêts les plus élevés ne sont pas des intérêts économiques. Désolé. Les problèmes les plus durs et les plus terribles que nous ayons affrontés dans les années qui vont venir, c'est terrible le problème du chômage et de la croissance. Mais on a des problèmes bien plus graves auxquels nous sommes confrontés. Et la politique ne peut pas être simplement une institution au service de l'économie. La politique a rapport aux hommes et à la façon dont ils vivent ensemble. Elle n'a pas à être l'alibi technique de l'économie de marché. Ne pas soumettre la politique à l'économie, donc, mais ne pas soumettre non plus l'économie aux diktats de la technoscience. Je pense à ça assez régulièrement, mais je crois que parmi les menaces qui pèsent sur nous, et dans un avenir qui est probablement plus proche que les menaces écologiques qui pèsent sur nous, il y a, je vous en ai parlé parfois très très rapidement, la menace, par exemple, du projet transhumaniste. C'est-à-dire, au fond, nous réglerons la totalité de nos problèmes de façon technoscientifique en produisant techniquement l'homme qui sera parfaitement adapté à un monde dont il sera devenu absolument maître et possesseur. Non, c'est pas la technique, encore une fois, qui nous sauvera des effets délétères du progrès technique. Ce n'est pas en technicisant l'homme qu'on réglera le problème de son rapport à la nature. Et enfin, je terminerai là-dessus, je crois que ça implique que nous soyons capables de reconnaître absolument et sans aucune réserve la primauté absolue de la vie humaine. Si la nature vaut d'être qu'on en prenne soin, c'est pas d'abord pour ce qu'elle est, c'est d'abord pour ce que nous sommes. C'est d'abord parce que la vie est une aventure magnifique, et la première et la plus belle que nous puissions vivre, puisque par elle, toutes les autres aventures sont données au moins comme possible, et que sans elle, aucune autre aventure n'est possible. Il en va donc peut-être de notre intérêt le plus haut et le plus fondamental, au pire, survivre, c'est la version pessimiste de l'affaire, au mieux, réapprendre à vivre bien, c'est la version optimiste de l'affaire, celle que je préfère bien sûr. Merci à vous. Bien, je vous propose donc, puisqu'on a un petit peu de temps, qu'on prenne un petit quart d'heure au moins, je vais essayer de tenir,
pour qu'on puisse discuter. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce cycle de conférences, je rappelle que quand je dis discuter, ça ne veut pas dire s'adresser à moi comme à celui qui sait, pour lui poser des questions, être instruit par lui, mais ça veut dire nous adresser les uns aux autres, éventuellement par mon intermédiaire, vraiment pour dialoguer ensemble, sans qu'il y ait aucune fonction de prééminence de la part de qui que ce soit. Donc la parole, en tout cas, est à vous. Il y a apparemment un micro. Un, deux, trois, oui. Donc si vous voulez, on pourra le faire circuler. Alors s'il y a des étudiants de l'EM ou de la fac de philo qui partent, ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème, n'oubliez pas de signer bien évidemment la feuille d'émargement. Sinon vous aurez une très mauvaise note à l'examen. Ce serait dommage. Oui. Est-ce que vous voulez bien la porter là-bas, puis après c'est dans la salle. Merci beaucoup. Le monsieur là-bas. Oui, dans la présentation de votre sujet, vous avez parlé d'héritage, de transmission. Je voulais simplement que vous approfondissiez un peu là-dessus. Et voilà, ça me fait juste penser, parce que j'ai vu un documentaire récemment sur les déchets nucléaires. Et du coup, voilà, il parlait que ça mettrait 6000 générations avant qu'il ne soit plus radioactif et dangereux, avec ce devoir de mémoire au fur et à mesure des générations. Donc je me disais, voilà, ça me fait penser comme ça, en seulement 60 ou 70 ans de production d'énergie nucléaire. Voilà, qui impacte 6000 générations, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que faut pas oublier que le concept d'héritage est bien évidemment un concept équivoque. On peut hériter de 100 000 euros, on peut hériter d'une dette très lourde. Et en droit français, on peut refuser un héritage, mais du point de vue écologique, on ne peut pas le refuser. Et donc, bien évidemment, notre rapport à l'héritage est ici notre rapport à notre avenir. Et comme vous le dites, dans une dissymétrie absolue. Vous le dites très bien, 70 ans de production tous azimuts et déraisonnable sans doute, et un enjeu qui porte sur des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de générations. N'hésitez pas à faire circuler le micro, vous le demandez, puis après je pense que vous serez capable de vous le faire glisser. Alors si vous arrivez à le faire glisser devant, au 3e rang, je vais faire comme si vous connaissez. Je ne sais pas si dans l'histoire, finalement, on a un exemple de société qui est arrivée à faire à changer ses habitudes de manière aussi rapide qu'il le faudrait. Et oui, c'est vrai que on pourrait appeler révolution culturelle le paradigme, en tout cas, que je vous propose. Et c'est vrai que s'il y a eu des révolutions culturelles dans l'histoire, y compris dans l'histoire de l'Occident, c'est vrai qu'elles se sont généralement déroulées sur quelques siècles. On passe par exemple du monde romain au monde médiéval, avec des paradigmes absolument nouveaux et inédits, non pas en 2 coups de cuillère à peau, mais en l'espace d'au moins 3 ou 4 siècles, les 3 ou 4 siècles qui vont en gros de la prédication de Jésus de Nazareth à l'œuvre de saint Augustin, par exemple. Et c'est vrai que je comprends du coup votre question, c'est-à-dire que là, 5 siècles, on n'a pas le temps. Il y a urgence, et que ça veut dire, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais alors que la plupart des révolutions culturelles sont lentes, parce que d'une certaine manière, elles s'intègrent peu à peu dans des habitudes culturelles, par imprégnation. C'est pas parce que l'Europe a voulu devenir chrétienne qu'elle l'est devenue. C'est parce que des stratifications d'habitudes peu à peu ont induit des représentations nouvelles qui ont eu des effets sur nos représentations politiques, culturelles, religieuses, techniques, etc.
Et ça veut dire que si révolution culturelle il peut y avoir pour nous, elle ne peut pas être de ce type-là, puisqu'elle implique au contraire une prise en charge effective et volontaire de quelque chose de neuf. Et c'est ça l'inédit. Est-ce que c'est possible? J'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, c'est que la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Je vous en prie. Je trouve dangereux d'opposer les hommes des pays du Nord qui ont, comme vous l'avez dit, une dette écologique, mais en fait, cette dette vient du fait qu'ils ont pollué sans le savoir, avec les hommes des pays du Sud qui, eux, changent leurs habitudes dans le mauvais sens en polluant en connaissance de cause. Donc, à mon avis, la pollution que l'on a, c'est une dette que nous avons tous collectivement, et pas une dette que les pays du Nord auraient vis-à-vis des pays du Sud. Oui, c'est une façon tout à fait possible de comprendre cette dette. Alors, c'est pas ça qu'on entend, c'est vrai, par le concept de dette écologique, mais qui est tout à fait discutable. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison de le discuter. Mais je crois que son enjeu politique, il y a un enjeu politique, bien sûr, à ce concept. C'est que nous sommes tentés de réclamer aux pays du Nord la dette financière qui est la leur envers nous. Mais dans les grandes négociations internationales, eh bien, le concept de dette écologique permet de mettre les pays du Sud en situation de dire « et attention, c'est dette pour dette ». Qu'est-ce qui est en jeu derrière ? C'est un problème économique et politique relativement simple, mais très intéressant, très concret. C'est que si nous consentons, par exemple, à modifier drastiquement nos habitudes pour vivre de manière plus sobre, c'est à partir d'un surplus de confort qui, s'il diminue, ne nous menace pas vitalement. Alors que dans bien des pays dits en voie de développement, leur imposer la même perspective et exiger d'eux ce qu'éventuellement nous exigerions de nous au motif que la dette est globale, ce serait en réalité reconduire le déséquilibre et peut-être l'augmenter, puisque imaginons que nous descendions de 2 crans dans l'exploitation technique de la nature, ces 2 crans nous laissèrent dans une situation inédite et pas très, très confortable, mais elle pourrait les laisser, eux, dans une situation tout à fait terrible. Et donc, je crois, c'est ça, il ne faut pas y voir du tout un concept philosophique ou métaphysique très important, mais un outil dans les débats internationaux, et on doit passer par les débats internationaux. La COP21 n'est pas totalement inutile, pas totalement en tout cas. Et du coup, c'est accepter une dimension pragmatique de l'affaire. Est-ce que si nous consentions tous à un projet de réinvention de nos rapports à la nature et à la technique, est-ce que les modifications que cela impliquerait devraient se faire partout au même rythme? Et je crois que l'idée de dette écologique permet surtout de poser cette question-là. Ceux qui ont moins contribué au réchauffement climatique, par exemple, peuvent-ils retarder un peu le moment où ils mettront en place les mesures contre le réchauffement climatique qui impacte bien évidemment la Terre dans son ensemble? L'enjeu est vraiment politique, économique, pragmatique et diplomatique. Oui. Pourquoi? Oui. Oui, mais je ne suis pas sûr que le problème démographique soit si grave que ça pour 2 raisons. D'abord parce qu'il semblerait, je ne suis pas du tout un expert des ressources naturelles et des questions de démographie, mais un certain nombre de penseurs écologistes que j'ai pu entendre semblent dire, mais je suis incapable de le vérifier, que les ressources bien gérées dont nous disposons aujourd'hui sont suffisantes pour nourrir la population mondiale dans son ensemble. Donc c'est pas certain que nous soyons dans une situation où il n'y a pas assez.
il y a un problème de répartition, de justice distributive, c'est pas certain qu'il n'y ait pas assez. Deuxième aspect de cette question, on part généralement du principe selon lequel, d'un principe mathématique un peu paresseux, puisque la courbe démographique est en train de s'élever, on fait à partir de là des prévisions statistiques sur les années à venir, et on imagine bien évidemment ce que ça va donner. Si on passe de 2 milliards à 4 milliards en temps d'années, et qu'on passe de 4 milliards à 7 milliards en temps d'années, ben on va passer de 7 milliards à 10 milliards en temps, etc., etc. Or, un certain nombre de démographes, mais là encore je suis très prudent quand je dis des choses comme ça, parce que la réalité c'est que j'y connais strictement rien, mais considèrent que non, nous serions à peu près au taquet. C'est-à-dire qu'au fond, l'occidentalisation des pays du Nord et du tiers-monde est telle que les habitus des pays du Sud sont en train de prévaloir tout doucement dans les pays du Nord. Et que nous qui sommes passés en 50, 60 ans, 100 ans, de 7, 8, 9 enfants, je sais pas, moi 5, 6, 7, je sais pas exactement, par couple à moins de 2, certains démographes considèrent que de toute façon, avec le développement des moyens contraceptifs dans les pays dits en voie de développement, il est tout à fait envisageable qu'en réalité, nous soyons à un pic et que la population mondiale tende plutôt, dans les décennies à venir, à baisser qu'à poursuivre son augmentation. Donc c'est très compliqué à prendre en compte la question démographique parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, quoi. Bien sûr. D'accord. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est le problème de justice distributive, parce que s'il y a assez de ressources, elles ne sont pas réparties également sur l'ensemble de la planète. Dans l'hypothèse, en tout cas, où il y aurait assez de ressources, elles sont inégalement réparties. Ça veut dire qu'il y a une inégalité dans l'accès aux ressources, aussi bien économiques qu'alimentaires, etc., qui pose bien évidemment, là aussi, des problèmes à la fois de justice et de politique. De justice, veut-on vraiment permettre à chacun l'accès à ses ressources? Et politique, si on le veut vraiment, comment on fait? Oui. J'ai le micro, j'en profite. Quand vous parlez de sobriété heureuse, vous faites, je pense, référence à Pierre Rabhi. Je crois que c'est lui qui avait imaginé possible, ce mot. J'avais pu retrouver l'auteur, oui, mais je crois que c'est lui, mais c'est bien possible. Est-ce que la révolution dont on parle, c'est pas tout simplement, simplement, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que il s'agit pas simplement de changer d'angle de vue et au lieu de mettre l'homme au service de l'économie, faire l'inverse, c'est-à-dire l'économie au service de l'homme. Ah oui, et du coup, ça me fait penser au film qui est encore peut-être à l'affiche actuellement à Strasbourg et partout demain, où cette économie est déjà en marche, me semble-t-il. Donc je pense qu'il y a des pistes également à suivre et qui peuvent être tout à fait intéressantes en termes de résilience. Oui, bien sûr qu'elle exige. Complètement d'accord avec vous sur cette idée, au fond, que le changement de paradigme, on peut l'énoncer ainsi. Est-ce que l'économie est au service de l'homme ou est-ce que l'homme est au service de l'économie? Et un humanisme que j'appelle un humanisme intégral, expression qui n'est pas de moi, mais que j'emprunte à Jacques Maritain, ne transige pas. L'homme est ce qu'il y a de plus important, et c'est pour lui d'abord qu'il s'agit de penser, de vivre, d'aimer, de se battre, etc., etc. Et donc je crois que remettre l'économie à sa place, mais là ça va être une véritable révolution, parce que c'est vraiment accepté, mais vraiment ce qui me sidère, c'est que tous nos politiques, de droite comme de gauche, est pour souci absolument majeur la croissance et le chômage. Je ne dis pas que ce ne sont pas des soucis importants, c'est très important. Mais à quoi bon de la croissance et du chômage si nous continuons à dévaster nos ressources et à vivre comme des idiots les uns avec les autres? Et je crois que nous avons besoin de revenir aux Grecs. La politique, ce n'est pas un auxiliaire de l'économie. La politique, c'est ce qui permet de promouvoir un mode de vie authentiquement humain. Et pour la deuxième partie de votre intervention, oui, je crois qu'il y a quand même des raisons d'espérer. On voit surgir, beaucoup le montrent, Jérémy Rifkin par exemple et d'autres, des projets économiques alternatifs, modestes, mais qui impliquent précisément à la fois la possibilité d'un vivre ensemble renouvelé, je sais pas, par exemple des programmes
de covoiturage, par exemple. Alors bien sûr, on voit bien que ça pose un certain problème, puis qu'il y a des résistances économiques fortes, hein, puisqu'on parle alors d'ubérisation, etc., etc. Donc il y a sans doute des résistances à vaincre, et on n'a pas fini. Mais tout n'est pas impossible. On sait bien qu'ici ou là se mettent en place des formes concrètes d'existence, partagée, solidaire, soucieuse de l'autre, soucieuse de soi, soucieuse de la nature, à partir d'un refus de s'inféoder corps et âme au diktat économique. Donc oui, il y a des raisons d'espérer, sans doute. Oui. Oui. Et vous voulez intervenir? Non. Il y a une question là-bas? Non. Je croyais. Allez-y, monsieur. Ah bah on vous entend bien, il n'y a pas de souci. Vous rejetez d'une manière assez forte la notion de développement durable et de responsabilité sociale d'entreprise. Donc est-ce que ce n'est pas quand même une manière de sensibiliser les entreprises à la nécessité de s'adapter au monde tel qu'il est et peut-être d'éviter la mise au point? Oui, je suis complètement honnête en vous disant ce que je vais vous dire. Je ne rejette pas le développement durable et la RSE. Je dénonce simplement un usage parfois cosmétique de la rhétorique du développement durable et de la responsabilité sociale. Autrement dit, des entreprises qui n'ont rien à foutre de la responsabilité économique et sociale, qui n'ont rien à foutre du développement durable, mais qui, au fond, le mettent en vitrine pour des raisons qui sont précisément des raisons économiques et non pas des raisons écologiques. Et c'est ça, bien évidemment, que je dénonce. On juge un comportement à ses effets, et non pas simplement à ses intentions affichées. Mais maintenant, oui, bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de dire liquidons et laissons tomber le concept de développement durable et le concept de RSE, pas du tout. Mais convertissons-nous à un rapport à lui qui soit vraiment un rapport écologique et non pas simplement un rapport économique. Même si, bien évidemment, ça implique des possibilités économiques nouvelles, peut-être, après tout à fait utiles et favorables, dans un monde qui se modifierait et qui changerait. Ceux qui sauront adapter l'économie à un monde qui pourrait éventuellement changer, dans le sens, par exemple, de la sobriété heureuse, auraient le double intérêt économique et écologique. Donc ce n'est pas la notion elle-même qui me gêne. Je suis un peu ironique ou sarcastique sur l'usage qui en est parfois fait. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Je vous remercie beaucoup de vos questions et de votre attention.